Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 19e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Il est exceptionnellement enregistré à l'école militaire dans le cadre du Forum de Paris pour la défense et la stratégie. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, la dissuasion nucléaire avancée, une évolution dans la continuité avec derrière une multitude de points d'interrogation. Depuis plus de 60 ans, la dissuasion nucléaire est au cœur de la stratégie de la défense française. Conçue dans le contexte de la guerre froide par le général de Gaulle, elle repose sur une idée simple: empêcher toute agression majeure contre les intérêts vitaux de la France en garantissant qu'une attaque entraînerait des dommages inacceptables pour l'adversaire. Mais la dissuasion n'est pas figée. Elle évolue avec le monde, les menaces et les alliances. Le 2 mars dernier, depuis la base stratégique de l'île Longue, où sont déployés les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le président Emmanuel Macron a esquissé une nouvelle étape: renforcer l'arsenal nucléaire français et ouvrir plus clairement la réflexion sur une dimension européenne de la dissuasion française. Dans un contexte de guerre en Europe, de tensions avec la Russie et de questionnement sur la solidité du parapluie nucléaire américain, cette prise de parole relance un débat stratégique majeur. La France peut-elle ou doit-elle devenir l'un des piliers de la dissuasion en Europe? Comment cette initiative est-elle perçue par nos partenaires européens, par l'OTAN, par les États-Unis et par la Russie? Voilà, c'est ce que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui avec nos invités. Je vous les présente. Bonjour Héloïse Fayet. Bonjour. Vous êtes chercheuse et grande spécialiste des questions de dissuasion nucléaire à l'IFRI. L'IFRI, c'est bien sûr l'Institut français de relations internationales. Bonjour Mélanie Rosselet. Bonjour. Vous êtes experte associée au CIENS, et le CIENS, c'est le centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques qui dépend de l'ENS, l'École normale supérieure. Et enfin, bonjour Olivier Dagec. Bonjour Daniel. Vous êtes professeur des universités à Lyon 3 et bien évidemment un grand spécialiste de ces questions nucléaires. Alors, on va commencer un peu par un petit rappel, Mélanie Rosselet, des fondamentaux. La dissuasion nucléaire française a été pensée dans les années 1960. Quelles en sont les constantes doctrinales depuis l'origine ? Oui, d'ailleurs, ces prémices étaient déjà présentes sous la 4e République et l'officialisation vient avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle qui lance officiellement le programme, premier essai en 1961. Les fondamentaux de la dissuasion nucléaire française ont été stables depuis cette époque. D'abord, l'arme nucléaire est une arme strictement défensive, dont l'objectif est d'empêcher que quelque adversaire que ce soit s'en prenne aux intérêts vitaux de la France. Alors justement, Mélanie Rosselet, qu'est-ce que c'est que les intérêts vitaux de la France? Ça commence et ça s'arrête où? Mais surtout, ça commence où? Alors juste avant de vous répondre, donc l'objectif, donc l'arme nucléaire, elle n'est pas une arme comme les autres. Le domaine nucléaire, étant donné la fulgurance, les effets qui sont absolument sans équivalent de l'arme nucléaire, c'est une arme qui a vocation à changer même la nature de la guerre. C'est-à-dire qu'elle a vocation à inhiber la décision d'un adversaire de s'en prendre aux intérêts vitaux français. En ce sens, ce n'est pas une arme d'emploi, mais c'est une arme qui est pensée pour, justement, si la dissuasion marche, ne jamais être utilisée. Et donc voilà, c'est tout le paradoxe de la dissuasion, c'est que c'est une arme qui n'est pas une arme comme les autres, parce qu'elle vise à inhiber la décision d'agression de l'adversaire contre ses fameux intérêts vitaux. Alors, il y a d'autres pays ont d'autres équivalents, mais globalement, c'est l'idée que c'est un seuil extrêmement élevé qui n'est pas précisément défini, parce que définir trop précisément, ça permettrait à un adversaire de calculer précisément comment faire son attaque pour être juste en dessous du périmètre des intérêts vitaux. Et c'est le président de la République en France qui, de tout temps, a eu la responsabilité ultime, suprême, liée à son élection démocratique d'ailleurs, de déterminer à quel moment les intérêts vitaux de la France sont atteints. C'est quelque part une arme de non-dit.
Pas exactement, parce que pour que l'arme fonctionne, pour que la dissuasion fonctionne, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies, et notamment que la détermination, il y a la crédibilité de la dissuasion, c'est-à-dire la crédibilité de l'arme, la crédibilité opérationnelle, mais aussi le fait que l'adversaire soit lui-même persuadé de cette crédibilité. Donc la détermination, que le chef d'État soit perçu comme déterminé à l'utiliser le cas où. Et donc, c'est pas du coup un non-dit, il y a quelque chose de déclaratoire, de fait d'exprimer cette détermination à travers notamment des discours qui ont lieu à chaque mandat présidentiel dans lequel le président de la République pose ce discours, pose cette détermination. Et donc, quelque part, là, on est plus dans le dit que dans le non-dit. C'est un mélange entre la clarté sur le fait que si un adversaire s'en prend aux intérêts vitaux, il y aura des dommages inacceptables qui lui seront faits, et en même temps, une forme d'ambiguïté ou plus un flou sur le périmètre exact des intérêts vitaux pour éviter qu'un adversaire puisse exactement calculer son attaque. Alors, est-ce que dès le début de la mise en place de la dissuasion nucléaire française, la notion d'intérêts vitaux, ça pouvait commencer un peu au-delà de la frontière française? Est-ce que le général de Gaulle avait déjà dit ça commence pas à Strasbourg, ça commence peut-être un peu plus loin? Oui, absolument. Alors déjà sur les intérêts vitaux, on sait qu'il y a des éléments qui en constituent, qui sont au cœur c'est l'existence même d'une nation, d'un État, sa capacité à survivre. Il y a eu les différents présidents ont apporté certaines explications à ce qu'était un intérêt vital pour expliquer que en tout cas, c'est uniquement en cas de légitime défense et dans des conditions extrêmes de légitime défense. Donc ça veut dire quelque chose de très très grave. Et donc, dès le début, évidemment, même dans la pensée du général de Gaulle, la définition des intérêts vitaux ne se limitait pas aux frontières françaises, parce que il y avait dans son vocabulaire les approches, et il était très clair dans son esprit que dès lors que, notamment l'Allemagne serait impliquée dans la bataille nucléaire, il était impossible d'estimer que nous ne serions pas impliqués. Donc, dès l'origine, il n'y a pas une définition strictement hexagonale, métropolitaine des intérêts vitaux. Alors, Olivier Zajec, est-ce qu'on peut dire que depuis les débuts de la force de frappe sous Charles de Gaulle, donc, on peut parler d'une continuité doctrinale, ou est-ce qu'il y a eu déjà, avant le discours du 2 mars, qu'on va évidemment évoquer dans un instant, des évolutions? En fait, il y a eu des évolutions, bien sûr, parce qu'il y a eu un débat extrêmement vivant, non pas sur la nature de l'arme nucléaire, parce qu'il a été très clair, et les Français d'ailleurs ont participé à ce débat au premier rang, qu'on ajoutait quelque chose à l'aspect conventionnel de la stratégie, on sortait de cet aspect conventionnel et on ouvrait un espace de réflexion et éventuellement d'action qui était particulier, qui reconfigurait toute la nature de la stratégie elle-même. Donc Castex, dès 1945, d'autres théoriciens français ont dit attention, cette arme, elle est exorbitante du droit commun, que ce soit stratégiquement d'ailleurs, et bientôt on le verra juridiquement. Son horizon, c'est l'apocalypse, c'est la destruction absolue. Et donc, il faut en tirer évidemment les conséquences du point de vue non seulement du discours, mais également des armes elles-mêmes et de l'articulation de cet arsenal avec la défense et la stratégie en particulier de nos alliés et de nos voisins. Mais cette stratégie, elle a évolué. On se rend compte peu à peu de ce qu'est vraiment l'arme nucléaire, de ce que sont les effets de l'arme nucléaire. Et il y a une sorte de ce que j'appellerais une pédagogie progressive dans les relations internationales, avec une série de crises comme Cuba, par exemple, en particulier. Cuba va être un grand intégrateur, un moment pédagogique pour comprendre quels sont les effets de l'arme nucléaire et la manière dont on doit dire l'arme nucléaire. Il faut rappeler en quelques mots ce qu'a été la crise de Cuba. La crise de Cuba en 1962, on dira plus tard qu'on a dansé au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'entre l'URSS de Nikita Khrouchtchev et les États-Unis de Kennedy, il va y avoir un affrontement de volonté autour de cette île de Cuba qui est à proximité du barycentre stratégique américain en pleine mer des Caraïbes, sur laquelle les soviétiques vont installer des rampes de missiles qui peuvent être éventuellement à capacité nucléaire, et les États-Unis vont le refuser, vont d'abord le détecter puis le refuser. Il va y avoir un affrontement volonté. Pourtant, c'est la décision souveraine de Cuba. Mais
étant donné les conséquences, eh bien, les États-Unis vont le refuser. Vont donc y avoir affrontement volonté. On a l'impression qu'on arrive finalement proche de ce qui pourrait être une guerre nucléaire, parce qu'à l'époque, l'URSS a les moyens d'atteindre les œuvres vives, c'est-à-dire le cœur des États-Unis, et les États-Unis l'ont aussi, depuis peu en réalité, avec des missiles intercontinentaux. Et finalement, eh bien, on va sortir de cette ascension aux extrêmes par la diplomatie, également par des concessions réciproques, on l'apprendra plus tard. Les Russes retirent leurs missiles, les Américains plus tard enlèveront un certain nombre de missiles de Turquie puis d'Italie aussi. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là qu'on met en place une ligne directe, le téléphone rouge. C'est pas un téléphone, il n'est pas rouge, mais pour l'histoire, l'image est belle. Entre le Washington et Moscou. Donc, si vous voulez, les doctrines de dissuasion nucléaire, la soviétique puis russe, américaine, française, et puis celles des autres États dotés, ont muté, ont évolué. Il y a eu des débats. Je reviens sur la France, par exemple, sur l'emploi éventuel d'armes nucléaires tactiques, sur cette fameuse dimension européenne qui fait l'objet aujourd'hui de nos débats, sur la position très particulière de la France à l'intérieur d'un Occident dont elle se sent solidaire, mais en même temps où elle occupe une place singulière. Bref, pour répondre, Daniel, à votre question, oui, la doctrine a évolué, il y a eu des débats et il va continuer à y en avoir justement, et c'est ça qui est très intéressant dans ce domaine nucléaire. Alors avant d'évoquer l'évolution de la doctrine de la dissuasion nucléaire française, un petit mot, est-ce que la doctrine française et la doctrine américaine, c'est la même? On parle de la même chose ou il y a des nuances? Ah non, je vois Héloïse à côté de moi qui secoue la tête, je pense que Mélanie pense la même chose. Non, bien sûr, il y a plus que des nuances. Détenir l'arme nucléaire, c'est une chose, être doté, c'est une chose. Ensuite, il y a des problématiques, si vous voulez, quantitatives. Déjà, avoir 1600 têtes actives déployées comme les États-Unis et je simplifie sur les chiffres et la Russie, c'est une chose. En avoir 290, 300 comme la France, c'est une autre. La dissuasion minimale, avoir le maximum d'effets pour un minimum au niveau de têtes, au niveau de l'arsenal, ça c'est les Britanniques. Nous, on parlera de stricte suffisance, de suffisance. Aujourd'hui, je crois que ce vocabulaire va peut-être un peu évoluer ou être mis de côté, mais c'est pas la même chose. Donc, le but, c'est de maximiser la destruction potentielle pour avoir un levier, si vous voulez, de justement dissuasif vis-à-vis d'un adversaire qui peut avoir plus de têtes nucléaires que vous, mais auprès de qui, on disait à l'époque de la guerre froide, il suffit de pouvoir arracher un bras finalement à une puissance davantage dotée quantitativement que vous pour pouvoir lui imposer en défensif le respect absolu des intérêts vitaux français. Donc il y a cette dimension quantitative, il y a la dimension, et je m'en tiendrai là parce que c'est très complexe, mais de l'extension, de l'élargissement de la dissuasion. Tous les États ne disent pas clairement que leur arsenal nucléaire couvre et assure la protection des intérêts vitaux de leurs voisins ou de leurs alliés. Certains le disent clairement, c'est pour nous seuls, ça nous défend nous seuls. Les États-Unis rapidement se sont distingués justement en assurant, garantissant. Alors, ça c'est très complexe, mais il faudrait distinguer, mais en tout cas en assurant cet élargissement de leur dissuasion au profit de leurs alliés, en particulier les alliés de l'OTAN. C'est pas les seuls, mais ça met à part une doctrine de dissuasion. La France ne dit pas ça explicitement. On y viendra peut-être, mais très rapidement, dans l'évolution de notre doctrine, on a voulu être intégré à une dissuasion, disons, d'ensemble, dans le cadre occidental, en complément, en articulation, de manière indépendante mais constructive, aux garanties d'élargissement élargi de la dissuasion américaine. On en reparlera tout à l'heure, en parlant peut-être de la déclaration d'Ottawa de 1974, mais il y a cet aspect qui, effectivement, distingue la dissuasion française. Donc non, ce n'est pas la même chose, nous avons de grandes différences, et en même temps, on a la même responsabilité. On a une immense responsabilité dans les relations internationales, c'est de maintenir un équilibre entre les droits que l'on détient grâce à cette arme nucléaire et les devoirs que l'on s'impose parce qu'on a cette arme nucléaire. Ça nous impose des responsabilités dans le cadre du TNP et ça c'est très très important. Ça on le partage avec tous les États dotés. Alors Héloïse Fayet, quand on écoute Mélanie Rosselet ou Olivier Zajec, on sent bien que même à leur niveau d'expert, lorsqu'on parle de nucléaire, le discours est millimétré. Évidemment, lorsque le président de la République s'adresse à la France et au monde, quelque part, et à l'Europe en particulier, le 2 mars à l'île Longue,
c'est-à-dire près de Brest, là où sont basés les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Est-ce que Emmanuel Macron, en parlant de dissuasion avancée, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire précisément ? Évidemment, son discours a été relu dans tous les sens, millimétré. On imagine vraiment chaque virgule compte. Oui, on parlait justement de la différence entre, par exemple, la dissuasion nucléaire américaine et la dissuasion nucléaire française. Eh bien, l'une des différences, c'est que la dissuasion nucléaire française, elle est essentiellement performative par le discours du président. C'est le cas, en fait, depuis plusieurs décennies. Donc, chaque président fait au moins un discours par mandat. Donc là, effectivement, le président Macron l'a fait un petit peu tard dans son deuxième mandat. Donc, le précédent discours datait de février 2020. On peut revenir dessus, il y avait déjà une dimension européenne et donc le souhait en fait d'ouvrir un espace de dialogue et de débat avec les alliés européens qui étaient intéressés pour discuter de la dissuasion nucléaire française. À l'époque, ça n'avait pas rencontré un très grand écho, notamment parce que en fait, la situation géopolitique était extrêmement différente. Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Enfin, il y avait eu l'invasion de la Crimée et l'annexion de la Crimée, mais c'était pas la guerre à grande échelle. Le premier mandat de Donald Trump s'était pas si mal passé, en tout cas de l'avis des pays européens. Et puis juste après, on avait eu la crise du Covid, ce qui fait que voilà, c'est compliqué de discuter de dissuasion nucléaire sur Zoom ou sur Teams ou une autre solution sécurisée de l'État. Mais donc effectivement. Ce discours en fait de mars 2026, il était quand même extrêmement attendu, notamment par les alliés, parce que c'est vraiment un point d'étape des dialogues qui ont pu être instaurés après justement ce discours de février 2020 et notamment en fait après 2022. Après le début de la guerre en Ukraine, on a vu quand même un regain d'intérêt de la part d'alliés européens, que ce soit par exemple en Allemagne, en Pologne, en Suède, au Danemark qui est de l'invité d'honneur du PDSF cette année pour échanger sur les questions de dissuasion. Et ça s'est encore renforcé avec la réélection de Donald Trump et donc les doutes effectivement que certains pays européens expriment envers le parapluie nucléaire américain, entre gros guillemets. En réalité, on parle effectivement de dissuasion élargie américaine. Alors, la dissuasion avancée, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, j'aime beaucoup la traduction en anglais, donc on parle de Forward Deterrence, qui reflète peut-être paradoxalement un petit peu mieux l'idée que dissuasion avancée, parce que c'est l'idée de la dissuasion en profondeur dans le territoire européen. Donc comme Mélanie et Olivier le disaient, les intérêts vitaux français ne sont pas circonscrits au territoire français. Ça, le président l'a bien rappelé. Ils ont une dimension européenne. Et donc toute l'idée est d'agir en fait en profondeur du territoire européen afin de ne pas attendre que la menace conventionnelle ou nucléaire soit aux frontières françaises. Aujourd'hui, la France, pour reprendre le discours et d'autres expressions, n'est pas isolée sur le territoire européen. On n'est pas un isolat sur le territoire européen et donc il est illusoire de penser que par exemple un pays européen du flanc est de l'Europe pourrait être envahi, attaqué dans son existence même sans qu'il n'y ait de conséquences sur la France, déjà parce qu'on fait partie de la même alliance, l'OTAN, on fait partie de l'Union européenne, on a des traités de défense par exemple avec la Pologne, le traité de Nancy qui a été signé l'année dernière et donc l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut agir en amont pour dissuader la menace aussi loin qu'on puisse le faire sur le territoire européen. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on élargit le parapluie nucléaire français à ces pays-là. Si on cherche à dissuader en fait d'attaques contre les intérêts vitaux des alliés, c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir ensuite des conséquences sur les intérêts vitaux français. Donc on faut toujours imaginer des liens entre intérêts vitaux français et intérêts vitaux de nos alliés. Et donc ça, à quoi ça peut ressembler ? Et ben déjà en continuant en fait des dialogues qui existent déjà avec ces pays, en ayant des formats beaucoup mieux cadrés, donc par exemple des groupes de pilotage nucléaire avec les pays qui ont été cités dans le discours, donc l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, la Suède, le Danemark, la Grèce, la Belgique et les Pays-Bas. Il y en a 8, vous n'en avez oublié aucun. C'est bon. Leur permettre de participer aux exercices nucléaires français aussi. Ça veut dire quoi participer aux exercices nucléaires français ? Alors il peut y avoir plusieurs versions. Donc déjà en décembre 2025, des officiels britanniques ont pu assister à ce qu'on appelle une opération Poker. Donc c'est une opération qui est effectuée 4 fois par an par les forces aériennes stratégiques. Donc c'est la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire. En gros des rafales qui peuvent emporter l'arme nucléaire sous leurs ailes. Alors en temps de paix et en exercice, on ne vole jamais avec l'arme nucléaire.
on vole toujours avec une maquette, mais il est possible d'assister à cette opération. Donc des journalistes l'ont fait en mars 2026. Moi, j'avais eu l'occasion de le faire une fois et c'était un souvenir absolument merveilleux. Et en décembre 2025, du coup, on sait qu'il y a des officiels britanniques qui ont pu assister à l'exercice. Alors, pas dans un Rafale, hein, ils étaient dans un avion ravitailleur qui permet de suivre l'opération. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des officiels d'autres nations qui assistent à cet exercice et l'idéal serait en fait la participation d'aéronefs étrangers à l'exercice aux côtés en fait des forces françaises, afin de simuler ensemble en fait un raid nucléaire. Donc il y a plein d'options en fait, il faut vraiment être créatif dans cette idée de dissuasion avancée. Alors, j'admire votre discours millimétré sur la situation. Alors, Mélanie Rosselet ou Olivier Zachek, je ne sais pas lequel des deux va avoir envie de répondre à cette question. On a quand même l'impression que cette approche millimétrée du président de la République a séduit les Européens. 8 pays déjà ont marqué un intérêt. Il y en a d'autres qui réfléchissent, je crois. Voilà. C'est quand même une évolution importante. J'ose pas dire majeure, je dis importante. Alors avant de répondre à votre question, je voulais juste redire ce qui est la stabilité de la doctrine et ce qui a pu évoluer. Donc dans les choses qui ont été extrêmement stables depuis 60 ans et qui continuent de l'être, il y a la notion de doctrine d'indépendance, de bout en bout de la dissuasion française, au plan capacitaire, au plan décisionnel, avec l'idée que c'est le président de la République française qui retient la décision ne se partage pas. Ça veut dire qu'en aucun cas on réunit un Conseil européen pour savoir si on appuie sur le bouton. Ça veut dire voilà, je ne conseille pas à quiconque d'ailleurs de réunir. Donc ça, premier point, et ça ne change pas. Ensuite, c'est une dissuasion. Je vais revenir à votre point, mais strictement défensive. Donc pour des cas extrêmes de légitime défense. Et donc ça exclut tout emploi à des fins d'intimidation, de coercition, etc., comme peuvent le faire certains adversaires. Troisièmement, il y a un refus total de considérer que l'arme nucléaire est une arme du champ de bataille. Donc on ne s'engage pas là-dedans. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Champ de bataille, ça a toujours été le cas. On n'a jamais considéré que l'arme nucléaire pouvait avoir des effets limités au champ de bataille. On a toujours pensé que, même s'il y a eu des débats sur le missile Pluton, le missile Hadès, tactique n'est pas à un effet stratégique. On a toujours pensé que l'effet recherché n'était pas limité à avoir des effets militaires sur le champ de bataille. Donc c'est là qu'il y a sans doute une confusion sur le passé. Donc c'est une arme d'une autre nature. Donc ça demeure. Ensuite, il y a l'idée que on a un arsenal. On recherche pas la course aux armements, on cherche pas la parité, et on a un arsenal qui est performant pour permettre d'assurer que un État qui s'en prendrait aux intérêts vitaux ne se relèverait pas. Donc ça, ce sont donc les grands points de continuité, plus l'ultime avertissement unique et non renouvelable qui n'a pas bougé, qui est une spécificité de la doctrine française, plus l'idée que nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas un isolat, et donc de très longue date, on a depuis la déclaration d'Ottawa de 1974, on a expliqué que la dissuasion française était utile à la sécurité de l'Alliance, de même que la dissuasion britannique indépendante, parce que avoir plusieurs centres de décision indépendants sur l'arme nucléaire complique le calcul de l'adversaire. Et donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'il faut voir le discours du président de la République du 2 mars dernier. Nous sommes dans un contexte où nous avons besoin de complexifier encore, si vous voulez, le calcul des adversaires potentiels, parce qu'il l'a expliqué par cette très belle expression de combinaison des menaces, à la fois combinaison temporelle, peut-être d'autres formes de combinaison, de durcissement du contexte stratégique, nous avons besoin d'avoir une sorte de surcroît de dissuasion en Europe, de bien manifester que nous voulons compliquer le calcul de l'adversaire. Pour éviter qu'il y ait une sorte de, comme Héloïse le disait dans son article, de deterrence gap, de défaillance de dissuasion en Europe, qui conduirait un adversaire à penser qu'il peut s'en prendre aux intérêts vitaux de la France sans difficulté. Et j'ajoute, que ça doit s'inscrire aussi dans les dernières déclarations franco-britanniques de Northwood, qui envisage une forme de coordination entre dissuasion
entre France et Royaume-Uni. Coordination, pas collaboration, il y a toujours des nuances. Oui, une sorte de, voilà, dans le respect de la souveraineté et d'indépendance de chacun. Mais cette déclaration est extrêmement importante parce que pour la première fois, on dit que la France et le Royaume-Uni disent qu'ils ne voient pas de situation dans laquelle il y aurait une menace extrême contre l'Europe qui n'engendrerait pas une réaction de leur part. Et par ailleurs, ils disent qu'ils sont prêts à avoir une forme de coordination sur la dissuasion. Concrètement, ça veut dire qu'on coordonne, par exemple, la mise à l'eau des sous-marins, les patrouilles des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ça veut dire ça? Il y a déjà, non, je ne pense pas, mais tous les trois, vous mettez non de la tête. Il y a des choses qui sont de... voilà, s'ils avaient voulu dire exactement ce qui serait coordonné, je pense qu'ils l'auraient dit. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se construit et qui commence par des étapes différentes. Il y a aussi un volet technique avec le traité de l'accord de Teutates où sur certaines installations, il y a dans le respect de la souveraineté de chacun, des choses communes. Bref, donc tout ça pour dire que le contexte étant celui qu'il est, nos partenaires européens ont bien réagi, oui. Et on a eu des réactions immédiates de l'Allemagne, du chancelier Merz, qui est quand même... à mesurer ce que ça veut dire et des partenaires de la France qui se sont immédiatement manifestés pour signifier leur intérêt. Et Olivier Sachek, il y a d'autres pays qui ont manifesté l'intérêt. Il y a les 8 pays qui ont dit voilà, ça nous intéresse, voilà. Mais il y en a d'autres qui réfléchissent. Alors, effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est que si on compare les discours auxquels Héloïse faisait allusion tout à l'heure, cette espèce de... vous savez, il y a un lien entre le disciple et l'indicible en dissuasion nucléaire. L'indicible, c'est les résultats éventuels d'une explosion atomique. Mais pour que cet indicible soit présent, soit incarné, qu'on y croit, qu'il ait un aspect dissuasif, il faut qu'il y ait un disciple, il faut qu'il y ait un discours, il faut qu'il y ait une explication des choses. Et on est toujours dans cette relation entre ce qui ne doit pas se manifester et l'intelligence et la nuance et la force avec laquelle on parle de cet horizon qui ne doit pas s'incarner. Ça, c'est très intéressant parce que là, on est au cœur de ce qu'est la dissuasion. Quand on a compris ça, on a compris que toute la force de la dissuasion, elle est dans les mots, elle est dans le discours. Et si on regarde ces discours, ces dernières années, que ce soit le discours de l'île Longue de 2006, parce qu'il y a eu un premier discours de l'île Longue en 2006, celui de Jacques Chirac. J'en prends d'autres, celui d'Istres en 2015, François Hollande, celui de 2008 à Cherbourg, de Nicolas Sarkozy, et même celui de 2020, et Louise, tu y faisais allusion tout à l'heure, on y était, je pense tous, le 24 février 2020 ici, je crois que c'était ça, à l'école de guerre, dans ces lieux, ici. Ici même. Je dis pas que personne n'en a parlé à l'extérieur, mais je dis que il n'y a pas eu cette exégèse, ce flot de commentaires, ces explications, ces interprétations, d'ailleurs pas toutes du tout convergentes, qui en disent davantage sur la culture stratégique de chaque commentateur que sur la réalité du discours du président français, mais ça a été une explosion. Je suis en train de recenser toutes les explications, tous les commentaires qui ont été faits à l'extérieur de la France. Je suis arrivé à un nombre, ça c'est hallucinant, d'ailleurs beaucoup en Europe, mais c'est le discours le plus commenté sur le plan nucléaire d'un président français depuis, on peut dire, depuis 25 ans, je pense. Alors, voilà. Donc il y a eu un extrême intérêt pour ce discours partout, pas seulement en Europe, à l'extérieur. Après, est-ce que voilà, c'est simple et convergent? Non, il y a beaucoup d'explications et de commentaires divers. Une explication, peut-être la mise en scène. C'est pas la même chose de faire un discours dans une salle à l'école militaire devant une tribune, et puis de faire ce discours à l'île Longue avec derrière le président un sous-marin nucléaire, un SNLE. Voilà, c'est pas la même chose. Bien sûr. Et c'est évidemment pas la même chose de faire ce discours lorsqu'on commence à douter de la solidité, de la solidarité américaine. C'est comme deux explications qui peuvent expliquer le grand intérêt des Européens pour le discours du président du 2 mars dernier. Il y a deux choses là, allez, trois. Il y a l'esthétique. Ceux qui ont pensé cette séquence sont vraiment très forts, parce que c'est une réussite vraiment extrême. Je vais y revenir. Il y a le contenu. Il est millimétré, vous le disiez, il est équilibré, pour moi il est bien positionné. Il y a des questions, il peut y avoir des critiques, moi j'en ai, enfin des critiques au sens, on peut se demander jusqu'où on va dans l'articulation d'une sorte de dissuasion intégrée, en contre conventionnel, non conventionnel avec nos alliés, etc. Mais c'est très bien, il y a des ouvertures, une discussion, un débat. Donc ça c'est le contenu, il est solide, il est bien équilibré, je pense que les choses ont été bien pensées. Et même s'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et troisièmement, il y a le contexte.
Ça n'aurait pas eu un écho de cette nature-là s'il n'y avait pas eu un contexte où effectivement on doute de la garantie de la dissuasion élargie américaine, où effectivement on peut se poser des questions sur l'évolution même des États-Unis dans les années qui viennent. Le paysage stratégique aujourd'hui est dangereux et peut paraître instable. Il y a effectivement l'action de la Russie en Europe, mais on aurait tort de se focaliser simplement sur l'horizon russe. La dissuasion française, elle a toujours pris en compte d'autres possibilités, d'autres scénarios. Donc il y a au moins 3 dimensions qui expliquent cet écho. On revient simplement sur la mise en scène, je dirais. La dissuasion, c'est aussi une monstration. C'est-à-dire que c'est, je le disais, monstration. Il y a quelque chose d'esthétique, il y a quelque chose de pensée, une scénographie, et il y a une démonstration. C'est-à-dire que c'est le contenu du discours. Et là, c'est vrai que cet avion présidentiel qui arrive escorté par 4 Rafales, qui survole le Mont-Saint-Michel, il y a 3 choses là. Il y a l'autonomie stratégique avec les moyens, c'est les Rafales. Il y a les faces, et puis ensuite on va arriver devant le sous-marin. Il y a l'indépendance politique, ça c'est la verticalité décisionnelle présidentielle et donc la volonté, la crédibilité ici de cette verticalité décisionnelle et de ce qu'il incarne, c'est-à-dire la légitimité démocratique et la protection d'un peuple de 67 millions d'habitants. Et la troisième chose, c'est la souveraineté. Et là, on a ce paysage français avec le Mont-Saint-Michel, la profondeur historique, une entité stratégique, une singularité. Et en fait, les 3 sont articulés. C'est assez, même visuellement, c'est assez frappant. Et ensuite, on arrive il y a eu cette expression, alors j'espère pas me tromper, on a parlé de cathédrale de la souveraineté, je crois que c'est Emmanuel Macron lui-même qui le dit, devant ce qui est lourd, ce qui est incontournable, c'est ce sous-marin, la seconde frappe sanctuarisante française, les SNLE, et là on a tout un ensemble et on entend le discours. Donc là, véritablement, on a toutes les dimensions, on a le contenu, on a le réalisme ça correspond à un contexte, et on a la mise en scène et un message qui est extrêmement fort. Moi, je trouve que là, pour le coup, on peut, et je le suis, comme d'autres, parfois, on peut être critique d'un certain nombre de séquences diplomatiques ou stratégiques françaises ces 10 dernières années, mais ce jour-là, très franchement, il y a eu quelque chose qui a été bien pensé, qui a eu un impact maximum. En tout cas, c'est ma vision. Alors, Héloïse Fagnet, parmi les choses que le président a annoncées à cette occasion, donc le 2 mars à l'île-Longue, il y a aussi le nombre des ogives, et des missiles, et donc des ogives, qui va augmenter, sans qu'on sache trop combien ni quand. Alors juste très brièvement aussi pour revenir sur pourquoi est-ce que le discours a aussi bien fonctionné, je pense que déjà il était relativement court, très clair, la traduction en anglais est sortie relativement rapidement, et il y a eu aussi des efforts de communication en amont. C'est-à-dire que pour la première fois, la DICODE et le ministère des Armées ont publié quelques jours avant le discours ce qu'ils ont appelé un dossier préparatoire, qui était des destinations notamment des journalistes mais aussi du grand public. Donc c'est un document d'une dizaine de pages, alors qui n'est évidemment plus entièrement à jour aujourd'hui étant donné que le président a fait certaines modifications, notamment l'augmentation du nombre de têtes. Mais là, je pense qu'il faut saluer effectivement un effort de préparation et puis aussi un peu de teasing du discours. C'est-à-dire que le président en avait déjà parlé en 2025 en disant qu'il allait en faire un normalement au second semestre 2025. Ça a été plusieurs fois repoussé. Et il y avait effectivement un vrai intérêt de la part des Européens pour le discours. Le président en avait parlé à Munich aussi lors de la conférence sécurité de Munich en 2026. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup d'attentes sur les annonces. Donc, l'une des annonces, ça a été l'augmentation du nombre de têtes. Alors, déjà, augmentation du nombre de têtes ne veut pas forcément dire augmentation du nombre de missiles. Il faut faire une différence entre les missiles nucléaires et les têtes nucléaires. Parce que, par exemple, dans un missile que vous pouvez tirer depuis un sous-marin nucléaire lancé d'engin, alors, on n'a pas le nombre précis. Et vous avez surtout une capacité, effectivement, de mirevage, donc pouvoir emporter plusieurs têtes. Et on sait que certains missiles ne sont pas chargés à fond. Et donc, il est possible, en fait, déjà d'augmenter le nombre de têtes nucléaires qui sont mises sous la coiffe, en fait, d'un missile, donc des têtes nucléaires océaniques. Et effectivement, sinon, une autre option, enfin, les deux ne sont pas exclusives, c'est effectivement de fabriquer plus de missiles d'ASMPA-R. Donc, l'ASMPA, c'est le missile de croisière, en fait, supersonique nucléaire emporté par les rafales de la dissuasion nucléaire. Et donc là, effectivement, vu que c'est une tête par missile, on peut imaginer la fabrication de nouvelles têtes. Alors, pourquoi cette augmentation de l'arsenal nucléaire français ? Alors, on en a parlé brièvement. Il est justifié en fait dans le discours par deux grands éléments. Donc, c'est déjà l'augmentation, le renforcement des défenses des adversaires. Donc là aussi, il n'y a pas d'adversaire spécifique qui est nommé. Enfin, la Russie et la Chine sont nommés, mais il peut y en avoir d'autres à terme.
Parce que pour que votre dissuasion soit efficace, votre dissuasion nucléaire soit efficace, il faut que vos têtes nucléaires pénètrent toujours les défenses de l'adversaire. Et si jamais votre adversaire vient à renforcer ses défenses, si vous voulez toujours avoir le même impact sur votre adversaire, donc générer des dégâts tels que l'État ne s'en relèverait pas, c'est la nouvelle formule adoptée dans le discours, et bien vous avez potentiellement besoin de plus de têtes nucléaires lancées d'un coup pour être sûr qu'il y en ait qui passent. Vous voulez peut-être aussi vouloir générer plus justement de dégâts chez l'adversaire parce que vous estimez que en fait sa mentalité a évolué. Et c'est notamment la question qu'on peut se poser vis-à-vis de la Russie. On voit tous les dommages en fait et les dégâts que la Russie, notamment Vladimir Poutine en fait, a accepté de sacrifier en fait pour sa guerre en Ukraine. Donc est-ce qu'ils ont peut-être un seuil de tolérance qui est plus élevé qu'on ne pensait? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas commettre plus de dégâts pour obtenir les mêmes effets dissuasifs? Donc ça c'est plutôt l'aspect défense des défenses antimissiles. Et puis effectivement, comme le disait Olivier, il y a l'aspect coordination ou alignement ou combinaison entre la Russie et la Chine. Ça, c'est une vraie inquiétude qui existe surtout aux États-Unis, qui sont confrontés maintenant à ce qu'on appelle la compétition des deux pairs. Alors, pair, P-A-I-R-S, le fait que l'arsenal nucléaire chinois augmente. Donc, ils avaient environ 250 têtes nucléaires en 2020. Là, aujourd'hui, en 2026, ils seraient entre à peu près 600 têtes nucléaires. Et donc, à l'horizon 2030, ils en auraient 1000. Et donc, les États-Unis, en fait, se retrouvaient dans une situation à devoir à la fois dissuader la Russie, sauf si la politique américaine évolue tellement qu'ils ne se sentent plus obligés de dissuader la Russie, mais espérons que ce soit toujours le cas, et la Chine en même temps, avec une coordination potentielle, voire un alignement potentiel entre ces deux adversaires. En France, on n'est pas tout à fait sur la même réflexion, mais il y a effectivement on veut dire une inquiétude par rapport à cet alignement entre les deux adversaires. En revanche, comme le rappelait Mélanie, la France n'est pas dans une posture de course aux armements, c'est-à-dire ce n'est pas parce que la Russie, les États-Unis, la Chine ou même d'autres pays comme l'Inde ou le Pakistan ou la Corée du Nord augmentent leur nombre de têtes nucléaires qu'on se sent faire de même. En fait, ça ne servira à rien parce qu'on ne peut pas matcher en fait les arsenaux nucléaires des grandes puissances, mais on estime qu'avec environ 300 têtes nucléaires, voire avec quelques dizaines de plus, eh bien, on peut commettre effectivement des dégâts tels qu'il y aurait bien un effet dissuasif sur l'adversaire. La crédibilité augmente. Alors ça, c'est à l'adversaire de le dire, et c'est toujours en fait, voilà, la dissuasion, ça se joue quand même, dans l'esprit de votre adversaire, et aussi rassurer les alliés. C'est-à-dire que c'est parfois, je pense, plus difficile, et les États-Unis le savent, de rassurer des alliés, donc les alliés européens, dans ce cadre-là, que de dissuader des adversaires. Mais là aussi, on se rend bien compte que il y a eu des critiques qui avaient été formulées à l'encontre de l'arsenal nucléaire français par certains alliés européens, en disant mais il n'est pas assez gros pour dissuader en fait d'attaques contre la France et les intérêts vitaux français et leur dimension européenne. Je pense que la taille ne fait vraiment pas tout et qu'au contraire, on est beaucoup plus sur une question de crédibilité politique vis-à-vis des Européens et aussi d'une question de crédibilité des forces conventionnelles. Et ça, Olivier en a parlé brièvement, mais vraiment le concept en fait qu'on appelle l'épaulement, donc en fait l'articulation entre forces conventionnelles et forces nucléaires, la façon dont en fait on va pouvoir dissuader de menaces sous le seuil nucléaire grâce aux forces conventionnelles, c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense qu'il faudrait plutôt insister là-dessus et faire plus de progrès là-dessus que se concentrer en fait sur l'augmentation de l'arsenal nucléaire. Alors, j'ai envie de vous poser des questions de travaux pratiques nucléaires auxquels vous allez me dire mais non, je peux pas vous répondre, mais j'ai quand même envie de vous les poser. Est-ce que l'Allemagne... Si vous avez une heure de plus, Daniel, c'est bien. Est-ce que l'Allemagne considère aujourd'hui, après le discours du président de la République, qu'elle est quand même un peu protégée sous le parapluie nucléaire français? Alors, non, mais j'entends bien. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Il n'y a pas de parapluie nucléaire français. En fait, l'idée n'est pas du tout de faire la même chose que les États-Unis. L'idée, c'est, on se rend compte que les intérêts vitaux français sont affectés par quelque chose qui se passe en dehors du territoire français, et du coup, on va agir en amont. On ne dissuade pas des attaques, enfin, on ne protège pas l'Allemagne parce que c'est l'Allemagne, mais on protège l'Allemagne parce que si jamais l'Allemagne est attaquée, ça peut avoir des conséquences sur la France. Donc, c'est pas du tout la même
la même logique que les États-Unis, où les États-Unis disent oui, bien sûr, nous on vous protège. C'est marqué dans la doctrine nucléaire américaine. La doctrine nucléaire, la dissuasion nucléaire américaine sert à dissuader d'attaques stratégiques contre les États-Unis et ses alliés. Sauf que il y a quand même un océan entre les États-Unis et l'Europe, donc on n'est pas du tout sur le même logiciel. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est discuter avec les Allemands, avec les Polonais, les Suédois, pour leur dire ok, nous voici comment plus ou moins on envisage nos intérêts vitaux. Comment est-ce que vous envisagez vos intérêts vitaux? Comment est-ce que les deux sont connectés? Comment est-ce qu'on peut en fait symboliser vraiment cet engagement français à vous défendre avec par exemple une présence conventionnelle sur leur territoire, mais ce n'est pas un parapluie nucléaire français. Alors Héloïse, comme vous m'avez répondu longuement à une question de travaux publics, ça me donne envie de poser une autre question de travaux pratiques à Mélanie Rosselet. Est-ce que les Estoniens, s'ils étaient attaqués par le Russe, on considérait, ou on pourrait éventuellement considérer, que ce sont les intérêts vitaux de la France ? Ça n'est pas exclu. Déjà, il y a une notion que la sécurité des Européens est indivisible et il n'y a pas de réponse explicite à votre question. C'est une bonne question. Il y a l'idée que ce que nous soulignons, le président de la République souligne que la manière dont il donne un indice sur la manière dont il considère les intérêts vitaux français. Il dit qu'il y a une dimension européenne à ces intérêts vitaux français et voilà, il dit que si l'existence de l'Europe est menacée, eh bien notre destin est nous avons tellement partie liée avec l'Europe que nous devrions considérer les choses très sérieusement. Alors on a encore une petite dizaine de minutes pour essayer de comprendre un peu mieux l'évolution de la dissuasion nucléaire française à partir de ce discours du président Macron le 2 mars dernier. Comment les différents pays ont réagi? Alors on a bien compris que les Européens ont eu une oreille très attentive. Olivier Zajek, c'est bien ça. Oreille très très attentive. Oui. On a l'impression qu'ils attendent un peu la suite, qu'ils ont envie de discuter, d'approfondir le sujet. En fait, ce discours et cette mise à jour, évolution, je ne veux pas parler de révolution, moi je crois fermement que ce n'est pas une révolution. C'est une évolution. À la limite, je dirais que ce qui a été proposé ici par le président, exposé par le président, c'est tout simplement la mise en perspective et d'une certaine manière un peu l'incarnation de possibilités qui étaient inscrites, qui étaient contenues virtuellement déjà dans le discours de 2020 ici. Parce que quand on le relit et qu'on le prend au sérieux, il y avait déjà cette dimension, cette problématique de culture stratégique partagée et de propositions éventuelles faites aux Européens. Bon, une fois qu'on a dit ça, quand même, pour comprendre, je pense, la manière dont les Européens entendent ce discours, même des partenaires à l'extérieur, il faut revenir à la base. Est-ce que la première question que vous avez posée à Mélanie tout à l'heure, sa réponse, l'arme nucléaire, c'est la vie et la mort. C'est quelque chose qui est de nature absolue. Et donc, je suis désolé de le dire comme ça, mais l'arme nucléaire française, c'est pour la France. Ça, c'est la base, d'accord ? Ensuite, il y a des effets directs et indirects de cette arme nucléaire qui, par sa seule présence, sa seule inscription dans la géostructure européenne, eh bien, oui, a des effets de sécurisation, a des effets dissuasifs, a des effets rassurants et réassurants auprès, évidemment, de nos voisins. Et il y a toujours eu ça, par sa simple présence, et c'est ce qui avait été reconnu dans la déclaration d'Ottawa de 1974, il y a une contribution indépendante de la dissuasion nucléaire française à la sécurité partagée du continent européen. Qu'on prenne le cadre de l'OTAN, le cadre ensuite qui a été celui de l'Union européenne, ou ce que certains appellent l'Occident, ça existe, si vous voulez, par sa simple présence. Maintenant, la dissuasion, d'abord, il y a une erreur en France depuis des années, une erreur. On a pris cette habitude, on met un grand D, on sacralise la dissuasion, ça devient une sorte de théologie, on rajoute même plus nucléaire, c'est la dissuasion, comme s'il n'y avait que du nucléaire. Or, la dissuasion, c'est un ensemble, c'est une intégration, c'est une combinaison, c'est une articulation. D'abord, les forces morales des différents pays considérés. Est-ce qu'on produit du commun ? Est-ce qu'il y a une cohésion, etc. Ensuite, il y a l'aspect conventionnel qui est essentiel. Est-ce qu'on a des forces conventionnelles suffisamment armées, équipées, entraînées, avec des recomplètements, avec du consommable, avec une capacité de générer des munitions, avec des capacités de production ? Et une fois qu'on a ce socle-là, on étudie et on explique, pas trop, parce qu'il faut maintenir une ambiguïté délibérée, comment ça s'articule à cet horizon indicible qui est celui de l'apocalypse nucléaire, ou en tout cas de la dissuasion avec un caractère nucléaire. En fait, il faut les trois. Et
la manière dont nos partenaires européens entendent le discours nucléaire français, c'est très bien. La France réaffirme sa dissuasion nucléaire. Elle redit ce qui a toujours existé. Je suis désolé, hein, la dimension européenne, certains font comme si c'était nouveau, que ça a toujours existé, mais ça ne veut pas dire qu'il y a élargissement ou qu'il y a partage. Là aussi, le partage comme parapluie. Il faut arrêter avec ces mots-là. Il n'y a jamais de partage nucléaire. Je suis désolé. Il y a une verticalité décisionnelle, il y a des articulations, il y a des effets directs et indirects, mais il y a toujours le nucléaire. Pour tous ceux qui ont l'arme, ça concerne d'abord celui qui a l'arme. Ensuite, on parle d'articulation, d'extension, etc. Mais il faut toujours revenir à cette responsabilité qui est celle du pays pour lui-même et par lui-même qui a la bombe. Maintenant, en réalité, nos partenaires européens entendent ça, ils enregistrent, très bien. Des offres leur sont faites, des ouvertures leur sont proposées, ils vont les saisir, c'est normal. Et en même temps, il faut redire, je pense, que le vrai sujet, c'est de retrouver une profondeur dissuasive conventionnelle articulée en Europe, avec des pays qui, je suis désolé, on n'a pas encore prononcé le mot, on n'en a pas encore complètement parlé, si Mélanie tout à l'heure, mais du traité de non-prolifération. Je rappelle que nos partenaires européens, au titre du traité de non-prolifération de 68, qu'ils ont tous ensuite signé et ratifié, qui est le traité le plus rassembleur du monde, ils ne peuvent pas, et ils ont renoncé à l'arme nucléaire et au nucléaire militaire. Donc en fait, ils ont une direction qui peut être en articulation dissuasive partagée, là pour le coup, au niveau européen et articulé. Ils ont une direction qui est conventionnelle. Dans le conventionnel haut, ce qu'on appelle le conventionnel haut, c'est-à-dire une des frappes dans la profondeur, c'est-à-dire ce qui arrive, alors non pas à s'articuler directement, mais qui commence à se rapprocher, si vous voulez, en termes de dissuasion, de potentiel de destruction, non pas d'une arme nucléaire, mais de quelque chose qui est quand même très dissuasif et très important. Voilà le grand chantier européen pour les années qui viennent, en articulation avec la présence, d'abord, n'oublions pas nos amis britanniques, qui ont aussi une arme nucléaire. Alors, est-ce qu'elle est aussi indépendante que la France ? Ça, c'est celle de la France, c'est un autre débat, mais il y a celle de la France, il y a encore celle des États-Unis. Elbridge Colby l'a rappelé à la ministérielle de l'OTAN juste avant d'arriver à Munich en disant on continue à vous fournir la dissuasion élargie américaine. Il l'a dit, il l'a écrit. Voilà, maintenant, on veut que les Européens soient plus sérieux conventionnellement. Je crois que là, on a un point qui est central dans notre débat. Et si je me mets du côté allemand, c'est plutôt ça qui est en jeu pour eux. Alors, les pays européens ont tous signé ce traité de non-prolifération nucléaire, mais ça ne leur interdit pas de s'intéresser aux faits nucléaires et au nucléaire, bien évidemment. Qui veut rebondir Héloïse Fayet. Je peux répondre rapidement, oui. Et puis alors déjà, effectivement, je trouve qu'il y a une fausse conception, notamment en France, de dire parce que ces pays-là n'ont pas d'armes nucléaires, alors ils n'ont pas de culture nucléaire et pas de culture stratégique. Alors ça dépend de à qui on parle, évidemment, en Allemagne, en Estonie, en Roumanie, mais en réalité, tous ces pays de l'OTAN, sauf nous, font partie de ce qu'on appelle donc le Nuclear Planning Group de l'OTAN, qui est l'instance de l'OTAN où l'on parle de dissuasion nucléaire. Alors évidemment, on parle de dissuasion nucléaire à la mode américaine, étant donné que la France n'y est pas, n'a jamais voulu faire partie du NPG, et donc en fait ce sont un peu les États-Unis et puis leurs alliés / adjoints britanniques au sein du NPG qui effectivement distribuent et qui en fait conçoivent vraiment la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Donc ce sont des pays qui ont quand même une culture nucléaire, et puis faut pas oublier non plus que c'est certains de ces pays qui accueillent des armes nucléaires américaines sur leur sol. Alors certes, par exemple en Italie, de 5. Alors c'est pas, il y a rien d'officiel évidemment, mais comme bon, d'habitude. Voilà, mais on comprend que effectivement il y a donc 5 pays. Alors on évidemment, peut citer, il y a la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. Et la Turquie, voilà. Voilà. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ils ont une culture stratégique très développée non plus. Par exemple, c'est très compliqué en Italie de trouver quelqu'un avec qui discuter nucléaire. En revanche, en Allemagne, vous avez voire plusieurs dizaines de chercheurs qui travaillent sur les questions nucléaires dans des think tanks. Moi, j'en ai un exemplaire ici. J'ai eu la chance je fais partie d'un groupe d'experts européens sur les questions nucléaires qui est en partie composé en fait d'Allemands avec un financement allemand, parce que les Allemands, eux, mettent de l'argent dans la réflexion stratégique sur les questions nucléaires aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, et énormément en Suède aussi. Donc il y a quand même une culture stratégique nucléaire chez eux, mais qui est essentiellement otanienne. Donc nous, après, effectivement, le rôle notamment de certains think tanks et des officiels français, c'est d'expliquer effectivement les nuances qu'il peut y avoir entre dissuasion nucléaire française et dissuasion nucléaire de l'OTAN et dissuasion nucléaire américaine. On en a parlé, il y en a. Après, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je veux dire, toujours se présenter en disant oui, nous, la France, on fait pas du tout les choses comme les autres. En réalité, on est tous sur une doctrine strictement dissuasive, avec quand même quelques
quelques similarités, mais effectivement, par le TNP, ils ne peuvent pas se doter de l'arme nucléaire à part en sortant du TNP. Et Olivier a écrit d'ailleurs un article là-dessus, donc je ne vais pas spoiler son article, mais tous les discours qu'on voit récemment, notamment en Pologne, parfois en Allemagne, un petit peu en Suède, en disant oui, quand même, on est intéressé par développer une arme nucléaire. Alors déjà, c'est souvent des gens qui ne savent pas trop de quoi ils parlent, qui expriment ce genre de volonté. Et surtout, il faut plus le voir, à mon sens, comme une sorte de signal d'alerte envoyé par ces pays-là aux États-Unis, aux Britanniques et aux Français en disant si vous ne faites pas plus pour notre défense, sachez que nous on est inquiet face à la menace nucléaire russe, face à la menace conventionnelle russe, et il faut prendre quand même ces appels au sérieux pour renforcer notre dialogue avec eux. Et c'est notamment, en fait, je pense, tout l'objet et le point de succès du discours du président avec cette idée de dissuasion avancée. On a les mêmes phénomènes en Corée du Sud et au Japon d'ailleurs. Il faut penser à... on n'est pas que en Europe sur ces phénomènes-là. Alors, deux petites questions, parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission. Réaction des Américains. Est-ce que les Américains se sont dit, cet élargissement, je mets tout ça entre guillemets, je sais que c'est pas le bon mot, mais la dissuasion avancée, voilà, exactement. Merci, Héloïse. Est-ce que c'est finalement une remise en cause de notre suprématie nucléaire, vous faites non de la tête, mais voilà, ou au contraire, ça participe au partage du fardeau et Mélanie Rosselet? Moi, j'ai plutôt tendance ça, c'est la deuxième option, parce que une dimension européenne de la dissuasion française, le fait que on veuille penser à l'échelle européenne comment assurer un surcroît de dissuasion, l'épaulement et donc l'articulation conventionnelle nucléaire, faire davantage, faire des projets aussi capacitaires qui ont été signalés dans le discours du président de la République sur l'alerte avancée, sur les frappes dans la profondeur, etc. Donc ça, c'est l'Europe qui se prend en main, et c'est ce que veulent les États-Unis. Donc il n'y a pas de réaction négative, en tout cas que j'ai vue, sur le discours, et d'autant plus que le président de la République explique que l'objectif n'est précisément pas de remplacer la dissuasion élargie américaine. Nous ne proposons pas une dissuasion élargie, c'est reste une dissuasion centrale, centrée sur les intérêts vitaux français, dont on souligne, si besoin en était, qu'ils ont une dimension européenne, acquis de droit, pour éviter des mauvaises idées. Alors, on a parlé de la réaction des Européens, un peu des Américains. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils ont dit en écoutant le discours du président de la République, Héloïse Fayet? Effectivement, donc les Russes alors le ministère des Affaires étrangères russe a publié un très long communiqué, je crois. Donc le discours était un lundi. Si mon souvenir, les Russes ont réagi le jeudi, donc ils ont pris le temps. Ils ont réfléchi. Voilà, non mais c'est très bon signe. En fait, ils ont pris le temps de le lire, ils ont pris le temps de le commenter. Et alors la réaction est, on va dire, mitigée. C'est bon signe, justement. Alors déjà, ils ont bien compris, je pense, le discours. Dans l'analyse qu'ils en font, on voit bien tous les grands principes du discours qui ont été rappelés. Donc, pas remplacer les Américains, proposer des garanties de sécurité supplémentaires, pas de partage de la dissuasion. Après, eux se sont vraiment concentrés sur l'augmentation du nombre de têtes, en considérant évidemment que c'est quelque chose de très 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 déstabilisant. Alors que rappelons quand même que eux-mêmes sont sortis début février, n'ont rien fait pour prolonger ce qu'on a appelé le traité de New Start, donc qui limitait en fait les arsenaux nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Donc les Russes eux-mêmes sont capables, s'ils le souhaitent, d'augmenter leur arsenal nucléaire, enfin en tout cas en termes de nombre de têtes nucléaires stratégiques déployés. Donc effectivement, les Russes se sont intéressés au discours. On a vu aussi des articles publiés dans la communauté stratégique russe qui sont quand même un peu, alors pas sceptiques, mais quand même un peu sur justement la dissuasion avancée, parce que eux le relient à la situation économique française qui n'est pas forcément au top de sa forme, avec la souveraineté aussi française historique qui pourrait rendre moins crédible en fait cette offre aux Européens, aussi quelques manquements en termes de force conventionnelle. Et là, je pense qu'on se rejoint tous, mais en tout cas il y a un intérêt vraiment démontré de la part des Russes, et donc là aussi en fait il faut se réjouir que le discours ait eu une portée très très importante. Puis après, la question qu'ils posent aussi, et eux-mêmes sont intéressés, ça va être le sujet des élections évidemment en France en 2027. Merci à tous les trois d'avoir pensé stratégique avec des réponses millimétrées au discours du président de la République sur la dissuasion nucléaire
avancer. Héloïse Fayet, chercheuse spécialiste du nucléaire, on l'a bien compris, à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Mélanie Rosselet, chercheuse et experte au SCIENS, le centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques, et Olivier Zajek, professeur des universités à Lyon 3. Daniel Desescales, je vous donne rendez-vous dans un mois, et maintenant, bien sûr, c'est à vous de penser stratégique. Au revoir.